Donc deux mots sur les consultations transculturelles et l'ethnopsychiatrie ou la psychiatrie transculturelle, c'est synonyme. Donc un auteur de référence, c'est Georges Devreux, qui a fait la première psychothérapie transculturelle en 1950 avec un Indien qui était hospitalisé pour ce qu'on dirait aujourd'hui un stress post-traumatique. Donc je passe vite, mais c'est un théoricien de référence dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit de cette psychothérapie, c'est qu'il fait sentir au patient son affection et son respect pour les Indiens en parlant de son amitié avec plusieurs Indiens Moaves. Lui, il était anthropologue et psychanalyste, et dans les années 30, il avait fait une anthropologie, une ethnographie des Indiens Moaves en Californie. Le patient évoqua ensuite la mauvaise condition économique et sociale des Indiens. Le thérapeute approuva ses propos et parla de la situation désespérée des Indiens Navajo. Ces remarques encouragèrent le patient à exprimer sa désapprobation vis-à-vis de la manière dont les Blancs ont traité les Indiens. La sympathie évidente de l'auteur pour la cause de l'Indien encouragea le patient à faire preuve d'un sentiment nettement amical pour la personne de l'auteur. Donc là, dans cette première psychothérapie, on voit en jeu, traité par le thérapeute et repris par le patient, les rapports entre les colonisateurs et les Indiens qui sont là. Et cette relation, alors que Devreux passe complètement à côté, hein, il le note en passant, mais il ne le théorise pas du tout, mais c'est là. Donc on voit le rapport social entre les Indiens rescapés de l'extermination, du génocide, de l'ethnocide en tout cas, et les colonisateurs, lui-même étant pas un Américain, mais un Juif hongrois, converti au catholicisme, venu en France, ensuite parti aux États-Unis. Donc c'est une bonne illustration, si vous voulez, des relations sociales qui peuvent être convoquées, en l'occurrence explicitement, mais sans être conceptualisées finalement dans ces espaces de consultation transculturelle. Alors, donc à partir de ces travaux, il y aurait beaucoup d'auteurs, mais ce n'est pas le propos. Juste dire que Toby Nathan a imaginé, qui était un élève de Devreux, avec qui il a fait sa thèse, qui était psychologue dans le service de l'Ebovici à Avicenne, a imaginé un dispositif pour les migrants, avec un groupe de thérapeutes venant eux-mêmes de différentes cultures, avec un interprète, pour accueillir les migrants et leurs familles. Donc c'est ce qu'on appelle la consultation transculturelle groupale. Ça a été repris par Marie-Rose Moreau, qui l'a prolongé donc après le départ de Toby Nathan à Bobigny, où c'était repris par Thierry Bobet et maintenant par elle à Cochin. Donc ça, c'était dans les fins des années 70. Maintenant, il y a quelques dizaines de consultations de ce style en France, quelques-unes à l'étranger. Et donc, c'est une sous-discipline assez active avec des recherches, et notamment Marie-Rose Moreau, qui est chef de file dans ce domaine, et différentes équipes de recherche. Donc, dans cette consultation, on a beaucoup parlé, donc c'est une inspiration psychanalytique, hein, c'est une thérapie d'inspiration psychanalytique, et on a beaucoup parlé du contre-transfert. C'est un concept classique en psychanalyse, c'est-à-dire ce que les affects ou les représentations que le thérapeute a vis-à-vis de son patient et qui informent beaucoup sur le thérapeute, mais surtout sur le patient, qui sont un outil de travail. Mais donc ça, c'est bien étudié, le contre-transfert culturel, c'est-à-dire que tout ce que et on le voit bien dans Devreux, son contre-transfert culturel, il y a une sympathie envers les Indiens. Donc c'est ça. Et l'Indien le perçoit. Donc son contre-transfert est empathique, etc. Donc il y a beaucoup de choses, c'est un outil de travail, on l'élabore à chaque fois, ça peut être complexe, négatif, positif, ambivalent, tout ce qu'on veut. Mais l'autre concept encore plus important, c'est le transfert. Donc le contre-transfert culturel, il a été conceptualisé par Devreux, par Nathan plutôt, pour le séparer du contre-transfert psychanalytique, affectif, standard, qui met justement en lien les appartenances sociales et culturelles, historiques de chacun des patients et des thérapeutes. Le transfert lui-même, bon, c'est les affects, conscients ou inconscients, du patient envers son thérapeute. Et le transfert culturel, ce serait ce qui est mobilisé chez le patient par les différentes appartenances. Celui-ci a été quasiment jamais étudié. Et donc, peu étudié, rarement identifié. Donc là, on le saisit au vol chez Devreux.
Et les patients ne nous en disent pas grand-chose, comme ça. Et c'est comme ça, assez au vol, vous allez voir comment ça se manifeste, mais ils ne nous disent pas, oui, vous qui êtes français, nous qui sommes africains, non, c'est pas du tout explicite. Et c'est aussi quelque chose qui est compliqué à percevoir pour le thérapeute, qui du coup n'est plus dans la position universelle d'un thérapeute sans appartenance particulière, mais il est lui aussi, comme le patient, assigné à ces différentes appartenances. On va voir lesquelles. Donc c'est quelque chose qui a été peu étudié. Et je vais vous dire comment c'est arrivé. Comment la question de recherche a surgi, si vous voulez. C'était dans un séminaire donc, à Cochin avec Marie-Rose Moreau. Elle avait invité un collègue maître de conférence en psycho qui est haïtien, noir. Et, entre guillemets. Et donc il nous raconte qu'il va dans un foyer pour adolescents et il suit un adolescent maghrébin dont il est le thérapeute, et puis il le croise dans un couloir, et cet adolescent maghrébin lui lance une insulte raciste par rapport au fait qu'il est noir. Et je me dis, bah tiens, voilà le transfert culturel. Là, cet adolescent assigne son thérapeute à ses appartenances, racialisées en l'occurrence. Je dis, bah tiens, j'ai parlé de ça, et dans les discussions, je lui dis, mais finalement, est-ce que cet adolescent n'a pas assigné, etc. Non, 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 moi je ne me lance pas là-dedans, je ne tiens pas compte de ça. Bon, je n'ai pas insisté, j'avais été déjà assez loin sur un terrain pas très simple, mais j'en discute avec Marie-Rose Moreau, je dis, mais voilà le transfert culturel. Elle me dit, écoute, vas-y, fais une recherche. Donc on a fait un groupe de recherche avec Tamès, les autres collègues qui sont là, où on a d'abord, pendant un an, réfléchi entre nous à cette question. Et comment, donc des collègues qui sont dans des consultations transculturelles, et comment on peut essayer de voir ce transfert culturel à l'œuvre. Et petit à petit, on a défini un certain nombre de dimensions de ce transfert, on va dire, oui, dimensions, de domaines dans lesquels ces appartenances réciproques peuvent être impliquées. Et on en est arrivé finalement à reformuler le projet initial, qui était une recherche sur le transfert culturel, et ça a débordé largement le transfert culturel pour, c'était le titre, désigner l'ensemble des rapports sociaux qui sont convoqués dans ces consultations transculturelles, groupales ou pas, groupales, c'est-à-dire consultation standard avec un thérapeute, un patient, mais chacun d'une origine différente. Donc, on a, au fil du temps, reformulé l'objet de recherche, c'est la construction de l'objet bien décrite par Bourdieu et Passeron, et on a réfléchi entre nous comment, finalement, on l'a cherché chez nos patients, on l'a découvert. Et petit à petit, avec les collègues des consultations transculturelles, qui n'étaient pas dans ce groupe de recherche, ne le voyaient pas. Et nous, on s'est mis à le voir dans nos consultations. On disait, mais tiens, là, dans le transfert, le fait que je sois blanc, que je sois homme, que ceci, cela, que je sois français, on voit tout ça qui arrive alors que leurs collègues ne le voyaient pas du tout. Donc, on s'est mis à voir quelque chose, à distinguer, et ça a émergé petit à petit. Donc, voilà un petit peu pour la problématisation et comment on a travaillé. Et on a chacun, à tour de rôle, exposé une situation clinique. Tamès, tu peux dire en 2 mots la situation dont tu nous as parlé, d'un jeune homme qui venait du Cap-Vert et qui a été confié et qui parlait portugais. Tu peux en dire 2 phrases peut-être? Parce qu'après, je ne sais pas combien de temps on a, parce qu'après, il faut parler de la méthodologie. Oui, mais juste en 2 phrases. En effet, juste pour... On a assez de contrôler le temps. Ah oui, vous en avez assez de contrôler ça, c'est gentil quand même. Mais... Moi, je parle à 5 heures. D'accord. Non, parce qu'il y en a des présentations. On vous raconte l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'était pour voir les transferts de professionnels en relation aux patients. Cette idée de recherche-là, en France, elle est apparue comme ça dans les consultations. Mais déjà, dans mon pays, au Brésil, moi, comme superviseuse à l'Université de São Paulo, je voyais mal les jeunes filles tout blondes de classe sociale très haute, high society, aller faire des consultations dans les bidonvilles et dans des situations un peu compliquées. C'est déjà là
je me posais cette question Avec des gens qui aussi, sont noirs. avec des personnes qui sont noires et dans un pays qui est métis et classe sociale, économique assez différente. Mais nous le faisons dans le cadre de notre groupe, mais on peut établir notre questionnaire, notre guideline pour les interviews. Et on a proposé à chacun des professionnels du groupe de recherche qui présentent des situations. Et à ce moment-là, moi, j'avais présenté une situation d'une enfant une enfant portugaise, où je parle la langue portugaise, laquelle son père a tué sa mère devant lui. Et c'était un massacre. Et l'enfant était témoin et en même temps responsabilisé comme les coupables de la situation par son père. Ce dernier mot dit à son père à lui, avant que la police arrive. Et ces petits garçons ont gardé ça dans sa tête pendant longtemps. Et moi, j'ai fait un récit de toutes les consultations. Mais en même temps, moi, je suis brésilienne. Et la famille laquelle a pris en charge cet enfant, c'est une famille capverdienne où, à un moment donné dans la consultation, il y a un guérisseur capverdien qui est venu de loin pour donner les feux verts à la famille, si pourrait ou non continuer la prise en charge. Et dans le cadre de la consultation transculturelle, et probablement moi, en tant que personne, en tant qu'être humain, j'ai accepté tout le monde dans ma consultation. Tout le monde était les bienvenus. Et j'ai établi mon cadre. Alors, c'est un questionnement aussi en tant que psychanalyste, hein, parce que mes collègues m'ont tabassé à gogo. Et moi, à un moment donné, ces projets-là étaient venus presque les manuels de comment les faire dans des situations dramatiques à ce niveau-là pour certaines écoles de psychanalyse. C'est-à-dire, j'aurais pu les faire parce que je suis étrangère en France. Mais je pense que si c'était au Brésil, ça ne serait pas pareil. Alors, tous ces questionnements-là, ils sont rentrés dans cette recherche-là. Mais je dois vous dire qu'on a eu un peu de mal pour établir quelque chose de plus concis, plus catégorique, hein, comme si on peut dans la pensée de l'INSEM, mais on a essayé. Allez-y, un peu la méthodologie. Oui, donc là, ce qui s'est joué, c'est aussi l'alliance thérapeutique que Tamás a pu faire avec l'enfant, et peut-être même avec le père. Le père est mort. Le père est en prison. Le père est en prison. L'oncle, c'est le frère du père qui était là, qui s'occupait de l'enfant. Vous avez pu parler portugais. Oui, oui. Alors que eux, c'était le portugais du Cap-Vert, toi le portugais du Brésil. Mais cette alliance a été possible en partie à cause de ça. À cause des racines aussi. Alors donc, le transfert culturel, donc les réactions du collectif qui est en eux au collectif qui est en nous. L'altérité se manifeste par une infinité de traits, le phénotype, la langue, la religion, l'éducation, les systèmes familiaux, les rapports de genre, l'histoire du système politique. Autant de dimensions qui peuvent intervenir. Donc, notre hypothèse générale, l'hypothèse de travail, on est dans la consultation consultuelle est une relation sociale particulière, traversée par des rapports sociaux donc très multiples. Alors, quelques logiques sociales qu'on a problématisées au départ, et puis on va parler un petit peu de la méthodologie. Donc, je passe vite sur la relation pouvoir thérapeute-patient. Sylvie Finzin l'avait bien étudié, mais on le voit, par exemple, des patients musulmans qui nous disent « vous savez bien, docteur », etc. Et c'est l'attitude de soumission propre, partagée par les catholiques et les musulmans qu'avait bien décrit Sylvie Finzin. La raison humanitaire, pour reprendre le titre d'un livre de Didier Fassin, effectivement, on est dans des rapports humanitaires, puisqu'on est dans une solidarité, politique de la compassion, inégalité et solidarité, l'humilité obligée du patient, et par exemple, une séquence, une famille du Congo qui nous raconte une histoire absolument extraordinaire d'esprit sirène qui se transmet de la grand-mère, la mère et la fille, et on est complètement scotché, etc., un peu fasciné par cet exotisme qui arrive complètement. Puis en partant, la fille nous dit « Bon, docteur, vous pouvez pas nous faire un petit certificat, parce qu'il y a plein de cafards dans notre appartement pour changer au niveau de la mairie, etc. » Donc il y avait une transaction aussi dans ce registre-là. On fait des certificats aussi pour aider à obtenir des certificats de séjour, etc. Bon, c'est une logique de contre-don, je passe assez vite. Alors, ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est parfois
qui émergent parfois. Il y a eu des travaux qui ont montré, Malika Mansouri notamment, que les révoltes de 2005 pouvaient être une sorte de réminiscence traumatique, ou de réviviscence plutôt traumatique de la guerre d'Algérie. Quand on est avec un patient, un adolescent, et qu'on commence à raconter l'histoire de la famille, et que le père nous dit, oui, que le grand-père, il était membre du FLN, et qui raconte comment il y a eu une embuscade, qu'il a été tué, etc., et que l'adolescent écarquille des yeux, je dis, c'est un film, je ne connaissais pas tout ça. Qui on est pour eux? C'est-à-dire que nous, on est des Français, ils sont des Algériens, on est ici en Algérie. Voilà. Le passé postcolonial est convoqué aussi, et comment on se situe? C'est un peu comme l'histoire de Devreux avec l'Indien. Donc, c'est des choses qui peuvent émerger, mais vous voyez, un peu marginalement, rarement frontalement. On ne va pas nous dire, oui, vous êtes des anciens. Voilà. Bon, on passe. Alors, les rapports sociaux racialisés, c'était un peu l'histoire avec le collègue tout à l'heure. Et j'ai retrouvé cette citation de La Ferrière. Si je deviens blanc, je saurai à quoi les Noirs pensent en regardant un blanc. Je n'aimerais pas qu'on me regarde avec une telle convoitise. Et c'est des choses qui sont très rarement explicites. Par exemple, après l'élection d'Obama, j'ai posé la question à des patients, une Antillaise, une Africaine, mais tout d'un coup, elle m'a dit, elle travaillait à la Poste, l'Antillaise, me dit, mais évidemment, à la Poste, il y a un plafond de verre, si on est noir, on n'ira jamais au-delà d'un certain niveau. La patiente congolaise m'a dit tout d'un coup plein de choses. Donc c'est là, mais nous, on est aussi, quand on est blanc, il y a des thérapeutes qui ne le sont pas, dans le groupe de travail aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent être mobilisées aussi. Voilà, etc. Et puis, c'est aussi des relations racialisées, pas seulement entre blancs et noirs, entre guillemets, mais entre nord-africains et noirs. Et Frantz Fanon l'avait bien noté. Et on l'a vu dans une consultation transculturelle à Vitry. On accueillait une famille chinoise. Et on avait parmi les stagiaires 5 africaines. Ces Chinois, ces enfants chinois ont été pris d'un fou rire quand ils sont arrivés. Et la collègue chino-française qui était là nous a expliqué qu'il y a un racisme anti-noir chez les Chinois absolument terrible, et que c'était ça qui s'était passé dans l'esprit de ces enfants. Donc on a pu le décoder après. La mondialité, Daniel de Rivoire, il y a tous les travaux là-dessus. Un exemple clinique, là c'est une thérapie individuelle. Une lycéenne, elle est en terminale, elle est chinoise, ses parents viennent de Taïwan. Inhibition, ça se passe bien, la thérapie en quelques mois, ça s'arrange. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire après le bac? Elle me dit, je vais aller à Taïwan, puisque les universités sont d'un meilleur niveau à Taïwan qu'ici. Alors quand on est dans la situation du dominé, on sent la domination de manière beaucoup plus aiguë que quand on est dans la situation du dominant. Et là, j'ai été piqué. Je me suis dit, ah bon, ça y est, c'est le déclin de l'Occident, l'Europe. Je me suis fait tout un film. Et donc, là, c'était, vous voyez, dans les hiérarchies supposées, en tout cas dans son esprit, entre Taïwan et la France au niveau universitaire, c'était convoqué. Et elle prenait appui là-dessus pour me regarder de haut. Donc voilà, c'est un exemple sur la mondialité. Apprécié, non? Et c'était très intéressant d'être piqué là-dessus. Et donc, les rapports, si vous voulez, il y a une certaine homologie entre la hiérarchie entre les pays et la hiérarchie entre les patients. Voilà. Donc, l'interaction, on va passer. On va passer, donc, voilà, ça c'était un gag. Plus je réfléchis, plus tendance à croire qu'il s'agit d'un vieux malentendu historique, irréparable, complet, définitif, un malentendu de race, de caste, de classe, de sexe, de peuple et de religion. Tout ça est là. Et donc, sur la méthodologie, comment étudier ça? C'est extrêmement difficile. Et là, sur le plan méthodologique, on peut en parler. On ne va pas interroger les patients, parce que ça interfère avec la psychothérapie. Donc, ce n'est pas un objet auquel on accède directement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on on observe des consultations groupales, et on interroge les thérapeutes après la consultation. Donc c'est assez lourd, il faut aller dans une consultation, prendre quelques notes après, il y a en général un compte-rendu auquel on a accès, et puis assez vite dans la foulée, prendre rendez-vous avec les thérapeutes au téléphone, comme ça, et un entretien d'1 heure ou 2.
Et ça permet à ce moment-là, d'explorer la représentation que les thérapeutes se font, que les patients ont d'eux. Hein, c'est vraiment indirect. Pour le moment, c'est à ça qu'on a accès, c'est là-dessus qu'on travaille. Et on le fait aussi donc avec des thérapeutes individuels. On leur dit, alors là on n'assiste par définition pas à la consultation, mais on dit racontez-nous une consultation individuelle. Et on pousse les gens dans leur retranchement, et les gens découvrent évidemment plein de choses à ce moment-là. Donc c'est un entretien d'élicitation. Donc on a à peu près une trentaine d'entretiens, et avec les thérapeutes individuels, ça a l'intérêt qu'on peut faire varier aussi les rôles, c'est-à-dire qu'on fait aussi, par exemple, on a des thérapeutes étrangers, thérapeute algérienne, une thérapeute qui vient du Sri Lanka, qui ont une altérité visible, et comment ces thérapeutes sont perçus par des patients français ou des patients étrangers, de la même culture ou d'autres cultures. Ça permet d'élargir les choses. Donc on en est là, on va faire l'analyse. On n'a pas commencé, mais c'est une question qui nous paraît tout à fait intéressante. Voilà, il faut s'arrêter là et en discuter. Merci, c'était vraiment très intéressant. Ça marche pas, je n'ai pas besoin de... Ça marche. Non, parce que Comme l'allumer pour que ça marche peut-être. non, ça marche. Oui, comme vous avez dans vos propos l'un et l'autre appelé à une réflexion un peu sur les questions méthodologiques, moi une idée qui me venait, qui est directement issue des analyses en sociologie, puisque en fait ce dont vous parlez, qui est appliqué au champ de la psychiatrie, de la psychanalyse, c'est toute l'approche intersectionnelle. Absolument, j'allais le dire. Alors, on a fait l'intersectionnalité sans le savoir. Voilà, et on a découvert le concept après. C'est ce que j'allais vous demander sur la question un peu plus théorique sur le concept d'intersectionnalité, qui est plus un concept anglo-saxon, et pour les Européens, enfin les Français, c'est plus la co-substantialité. C'est-à-dire, pour parler pour celles et ceux qui ne sont pas sociologues, c'est juste de considérer qu'il y a plusieurs rapports sociaux qui sont structurants dans une société donnée, les rapports de classe, les rapports de race, les rapports d'âge, les rapports de sexe, évidemment. Et en fait, là, tous les rapports dont vous avez parlé, on les trouve dans toutes les consultations, que ce soit des consultations transculturelles ou pas transculturelles d'ailleurs. Puisque ces rapports sociaux, les relations sociales, elles sont, comme vous l'avez marqué, en fait, traversées par ces rapports sociaux. Et depuis effectivement une dizaine d'années, la question de prendre en compte, une vingtaine d'années, simultanément la façon dont s'articulent ces différents rapports sociaux pour construire des relations sociales particulières, c'est très très développé, ça se développe beaucoup en sciences sociales. Et donc du coup, je pensais à des recherches sociologiques basées sur des entretiens qui traitent avec des problématiques qui ont à voir avec la question d'intersectionnalité. Et je me demandais si ce ne serait pas intéressant aussi de pouvoir enregistrer des séances en les anonymisant, sauf à garder les caractéristiques sociales de la personne qui vient consulter et de ou la thérapeute, en les enregistrant complètement, parce que ça permet de voir aussi comment, dans l'interaction entre la personne qui consulte et le ou la professionnelle de santé, comment ça se construit aussi ces rapports de domination, enfin, comment ces rapports de domination s'expriment et comment ça évolue, non seulement au fil d'une consultation, j'imagine, mais peut-être aussi au fil du temps. Et ça permet de ne pas avoir que le point de vue du professionnel, que tu disais, les malades, entre guillemets, enfin oui, les malades, ils ne vont pas interpeller le fait qu'ils sont en plein cœur de rapports de domination raciale, mais c'est pareil pour le genre. Les femmes, elles interpellent rarement leur psychanalyste ou leur psychiatre en leur disant « oui, mais toi, vous êtes un homme et vous êtes représentant de tel groupe social, qui, etc. etc. » Donc je trouve qu'en tout cas, on fait ça en sciences sociales, et je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux côtés, les deux facettes, quoi,
à partir d'une analyse de discours dans une perspective intersectionnelle. Tout à fait, je vais te donner le... Mais je voudrais, sur les dimensions, on a développé que certaines, parce qu'on en a découvert d'autres, bien entendu, notamment les rapports de genre, les rapports politiques, c'est-à-dire la différence de système politique entre le pays de départ et le pays d'arrivée. Par exemple, une patiente un divorce, patiente marocaine qui fait un divorce, et l'enfant est maltraité par le père, elle me dit, bah, ici au moins, la justice, elle défend les enfants. Au pays, le papa aurait donné de l'argent au juge et il aurait gardé l'enfant. Donc là aussi, les différences de l'état de droit entre les deux pays interviennent. Et là, elle l'explique, les rapports, les droits de l'enfant, effectivement les rapports de genre, tout ça, c'est des différences qui peuvent aussi jouer un rôle très important. Et on les explore au fil du temps. Mais moi, ce qui m'a étonné un peu par rapport à ce qu'on vous approche en sociologie, c'est qu'il y a des rapports sociaux qui sont vraiment structurants et qui vont déterminer le type de relations sociales qui vont survenir. Et puis, il y a des éléments de contexte. Tout n'est pas rapport social. Oui, oui. Les différences de droit, les différences d'origine politique, ça ne relève pas de ce qu'on, en tout cas, en sociologie, on appelle un rapport social. Le rapport social, c'est vraiment l'opposition entre deux groupes. C'est un rapport antagoniste de hiérarchie, de domination, de pouvoir. Et donc, tout n'est pas rapport social. Et je pense que... Il faut les distinguer. Je ne sais pas ce que ça donne en psychanalyse, mais si tu mets tout sur au même niveau de statut théorique et d'analyse, je ne suis pas sûre que ça ne perturbe pas la lecture et la compréhension de ce qu'on étudie. Ce sont des éléments, effectivement, qu'il va falloir qu'on continue à problématiser. À distinguer oui, tout à fait, tu as raison. Qui relèvent des rapports sociaux. Alors, on a les comptes rendus exhaustifs des consultations groupales, donc on a les écrits, mais tout à fait d'accord sur l'idée de pouvoir enregistrer. Tu voulais rajouter quelque chose sur la méthode, Thames ? C'est encore plus compliqué, parce que dans les cadres des consultations, normalement c'est des consultations en groupe avec interprète, avec famille, des co-thérapeutes associés au thérapeute principal, qui probablement ne sont même pas de la même culture, des étudiants en formation, des stagiaires, des internes en médecine et d'autres co-thérapeutes qui observent et qui participent. On est à moyenne, par exemple dans mes consultations au Luxembourg, je suis à 4 et je fais un petit groupe. Par contre, moi, j'ai le mari, la femme, les enfants, femmes battues, mari toutes sortes de choses et des différentes cultures. Parfois, l'interprète, s'il parle farsi, mais il est kurde, la famille, elle est afghane, mais parfois, il y a des difficultés, des conflits entre le groupe familial. Vous voyez? Alors, c'est très riche ça, c'est une recherche pour la retraite et pour continuer après. Alors, notre seul truc, c'est après comment analyser toutes ces données-là, parce que nous avons un rapport des gens, rapport social, économique aussi, entre les professionnels et des pouvoirs aussi. Par exemple, Marie-Rose Moreau, thérapeute principal, avec des étudiants qui sont en formation ou des élèves de doctorat, master, etc. Même moi, je suis là, par exemple, avec un collègue à côté de moi qui vient de Togo, qu'on est toujours à la même place, et puis après, commence infirmière psychiatrique, et les autres commencent. Alors, il y a même les rapports dans la position que chacun occupe dans les groupes. C'est passionnant, hein, c'est génial. Comme il dit un jour, il faut écrire à Marie-Rose Moreau et demander si c'est possible dans les cadres d'une recherche, d'une observation, parce que c'est pas de voyeurisme, mais c'est important. Moi, comme psychanalyste de groupe, ces types de constitutions de groupe, il est très intéressant parce que déjà le cadre est thérapeutique pour la famille en question. Et on ne va pas prendre les temps parce qu'il y en a d'autres aussi. Oh, pardon. Marie a dit, et l'enfant, il peut parler. Ah oui, l'enfant. Ah non, l'enfant, elle a une petite. Excuse-moi. Enchantée. Je suis moi en tant que thérapeute d'enfance. L'enfant, on offre une petite place pour l'enfant ici, où il y a encore un co-thérapeute auxiliaire, c'est celui qui travaille avec les dessins, la pâte à modeler, avec les enfants. Et alors l'enfant, parfois, s'adresse là, elle s'adresse là, elle observe les autres, et je vous dis, ils sont à l'aise là-dedans. Ne vous déconnez pas, parce que parfois
enfants d'Europe, tu vois, pas même, mais il y en a des psychanalystes dans les groupes aussi, mais malheureusement, il y a les psychanalystes aussi. Mais l'enfant a sa place aussi. Et la parole de l'enfant, l'acte de l'enfant, les dessins de l'enfant, c'est à nous faire cadeau de dessins, on regarde, on fait toujours des photocopies, on redonne des dessins aux enfants. Parfois, on a des dessins des enfants qui sont collés dans le mur, mais voilà. C'est un cadre assez riche mais l'origine du cadre vient du travail de Georges Duc. Il y a d'autres questions? Oui. La grandeur du dispositif, là, ça n'intimide pas les familles, elles n'ont pas l'impression un petit peu d'être dans un tribunal, des choses comme ça. Non, c'est l'arbre à palabre. Hein. En effet, c'est des cultures qui sont habituées à régler la situation dans les groupes. Oh, et ça. Y compris entre membres de la famille, je veux dire, ça. Oui, oui. Oui. Non, ce qui intimide, c'est la situation duel qui intimide et qui met mal à l'aise. La situation La situation groupale, mais au contraire, vraiment à l'aise. Dans les souffrances psychiques, surtout liées à la question du déracinement, de l'immigration, par exemple dans les cadres de l'autisme, moi je fais des consultations avec un groupe plus petit aussi depuis longtemps et c'est un autre contexte. Les familles ne se sont pas jugées. Les raisons pour lesquelles, comment vous sont envoyés ces enfants? Vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas. Mais les enfants sont adressés c'est toujours en deuxième intention, hein, adressés par d'autres professionnels psychiatres. La plupart des familles, des enfants ou des adolescents ont déjà un suivi de base où ça n'a rien donné. Et puis après, ils remarquent qu'il y a d'autres éléments liés au transgénérationnel, liés aussi à la culture, liés aux éléments intrinsèques de la famille. Par exemple, Daniel, dans son département, il travaille beaucoup avec les familles chinoises, japonaises. On peut penser que ça ne va pas dans leur culture d'être dans un groupe, mais ça va. Hein? J'ai déjà participé dans les consultations dans son service et surtout j'étais présente à cette consultation où les enfants se sont marrés quand un thérapeute noir essayait de faire son association libre. Hein. Il y a toujours le thérapeute principal qui coordonne les groupes et c'est pas possible de porter jugement ou de faire des interprétations, mais des associations avec un conte ou avec quelque chose qui vient de la propre culture, vraiment dans une façon plus dessinée pour que les familles puissent rentrer encore dans les rêves de l'autre.